Bien. Madame Barfleur, docteur Falémé, Monsieur Mir, merci beaucoup pour cette introduction et pour l'invitation. C'est à moi l'honneur d'être ici pour ma première fois en Guadeloupe et je suis bien content d'avoir la possibilité de parler avec vous d'un thème si actuel et si intéressant. Donc, la Guadeloupe dans des Caraïbes interconnectés et les opportunités pour les renouvelables. Pour rajouter juste quelque chose à l'introduction de Madame Barfleur, qui suis-je? Je suis un des directeurs de Castalia, pas le directeur. Je m'occupe en particulier de la pratique de Castalia de énergie renouvelable et efficacité énergétique. Castalia est un cabinet conseil fondé à Paris en 1980. Et maintenant, on a des bureaux aussi à Washington, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Moi, je suis italien et je suis basé à Washington depuis 10 ans. Et on travaille beaucoup dans les Caraïbes. La compagnie se spécialise dans le domaine de l'électricité et de l'eau, pas seulement dans les renouvelables. Et on a beaucoup travaillé dans la région, comme par exemple ici, juste avec des voisins de la Guadeloupe. On a créé le cadre de régulation et de législation pour la géothermie en Dominique, à Grenade. On a développé des policies d'énergie soutenable à Trinidad et Tobago, à Barbade, on a travaillé en Jamaïque. Les dynamiques pour les renouvelables, en particulier dans les petites îles, sont très similaires à travers les différents pays. Et on s'est, pour une raison ou pour une autre, spécialisé beaucoup dans les petites îles des Caraïbes, mais aussi du Pacifique et de l'Afrique, comme par exemple l'île Maurice. Bon, eh bien, voici de nouveau les Caraïbes comme ils sont aujourd'hui. Et comme quelqu'un dit, qu'ils pourraient être interconnectés, avec des interconnexions physiques de lignes de transport électrique qui pourraient vraiment fermer le cercle des Caraïbes et interconnecter toute la région des États-Unis jusqu'au Venezuela. Ça, c'est une vision pour le futur, un rêve peut-être. Il y a eu des études menées par la Banque mondiale avec des cabinets spécialisés comme Nexant et tout ça, qui disent que ce serait possible dans le futur. Mais bon, ça va coûter beaucoup d'argent. C'est clair. Même pour des lignes de transport d'électricité sur la Terre, on parle d'$1 million par kilomètre, plus ou moins, indépendant des conditions. Donc, en ramenant le discours un peu sur celles qui sont vraiment les interconnexions qui font du sens économique, en particulier pour les renouvelables, comme on verra tout de suite. Il y en a certaines, pas pour les renouvelables, comme cette première de la République dominicaine à Haïti, pour un export d'énergie fossile, ou de la République dominicaine à Puerto Rico, aussi pour l'export d'énergie fossile, pour des raisons de fiabilité et fiabilité du service électrique. Mais voici la troisième, de Nevis à Puerto Rico, pour l'export d'énergie géothermique qui pourrait baisser le coût d'électricité de 3 centimes par kilowattheure. Et maintenant est en train d'être considéré par une étude de préfaisabilité financée par la OES. Ou de Saba à Saint-Martin, ici aussi, export d'énergie géothermique, ou même Nevis de nouveau, avec l'île qui fait partie du même pays, de Nevis et Saint Kitts, qui pourrait baisser le coût d'énergie dans le pays de 10 centimes d'euros par kilowattheure. Et en dernier, mais bien sûr pas moins important, l'interconnexion dont on parle entre la Dominique et Guadeloupe et Martinique pour l'export d'énergie géothermique, qui pourrait baisser le coût, je ne sais pas de combien, ça va dépendre de coûts de développement, de la négociation entre le développeur et l'acheteur, mais bon, disons 10 centimes là aussi, au moins, en dépendant aussi de l'échelle de la plante. Donc ça, c'est les interconnexions qui feraient du sens du sens économique, pour sauver de l'argent. Un petit zoom sur la Guadeloupe et sur ses voisins, comme on disait tout à l'heure. Guadeloupe, Dominique et Martinique, l'export du projet qu'on pense développer en Dominique, ça pourrait faire du sens économique par commencer, parce que bon, s'il y a un coût de production, disons entre 7 et 11 centimes par kilowattheure,
ça pourrait être moins cher que le tarif moyen en Guadeloupe et Martinique. Donc déjà, ça fait du sens commercial. Mais si on considère en plus que le coût de production en Guadeloupe, comme aussi en Martinique, c'est beaucoup plus haut, on a trouvé des données entre 25 et 30 centimes par kilowattheure, à cause bien sûr du fuel et de la relativement petite taille des centrales. Ça pourrait faire beaucoup de sens économique aussi, en sauvant de l'argent en termes de coûts de production. Là, ça montre les interconnexions aussi qui sont déjà existantes en Guadeloupe, et aussi celles qui pourraient partir de la Dominique et sauver de l'argent pour le coût de production et pour le tarif aussi, et contribuer à une diminution de la dépendance de la Guadeloupe des sources fossiles qui sont importées. Comment ça va marcher? Ça va être un bon défi. Il y a eu des nouvelles récemment que EDF se retire du côté de développement, peut-être de l'usine, de la plante géothermique en Dominique. Il va toujours être un acheteur, mais il faudra voir un peu qui est-ce qui va développer, qui est-ce qui va financer surtout la plante de géothermie. Et qui est-ce qui va payer pour ça? On arrivera à faire une grande plante de géothermie en Dominique s'il y a l'export, parce que sinon la demande de pointe en Dominique, c'est juste 18 MW. Et le potentiel est peut-être entre 65 et 100 MW pour ce site. Donc ça fait du sens juste pour l'export d'énergie. Donc ce serait la population et les entreprises de Guadeloupe, par exemple, on parle de 40 MW pour la Guadeloupe, qui avec leurs tarifs paieraient pour le développement et la récupération de l'investissement de cet important projet. Pas seulement, bien sûr, de la centrale de production d'électricité, mais aussi pour le câble sous-marin. Et le câble sous-marin, c'est l'une des choses dans laquelle la Guadeloupe, assez unique dans les Caraïbes, a aussi de l'expérience. Eh bien, bien sûr, cette opportunité de géothermie est la plus intéressante et la plus grande, et celle qui fait les grands titres sur les journaux. Mais il ne faut pas oublier aussi d'autres types d'interconnexions. Pas des interconnexions physiques, mais des interconnexions d'expertise et des marchés. Et là, quand on a été invité ici à parler en Guadeloupe des renouvelables, la perspective habituelle pour Castel, c'est de donner des conseils à des économies émergentes. Mais quand il s'agit de la Guadeloupe, franchement, ils font de l'hydraulique, oui. De l'éolien, oui. Solaire photovoltaïque, oui. À grande échelle, à échelle distribuée. Géothermie, ils font ça aussi. Donc, on se demandait, on va parler de quoi? On va parler des opportunités qu'il y aurait de la Guadeloupe pour le reste de la région, justement. Et vous connaissez mieux que moi les différentes technologies qui sont développées aujourd'hui en Guadeloupe avec des plantes de EDF et aussi de producteurs indépendants d'électricité. Donc, avec un total de 160, je pense que ça c'est une erreur, mais bon, plus que 160 MW de puissance installée. Donc, voyons pour commencer les technologies qui sont économiquement viables, celles qui, déjà maintenant, dans les Caraïbes, pourraient sauver de l'argent à plusieurs pays. Par commencer, l'hydraulique. La mini-hydro pourrait produire de l'électricité à un coût entre 5 et 8 centimes par kilowattheure. Ça dépend bien sûr du site spécifique. Mais bon, ça sauve vraiment de l'argent par rapport au diesel qui coûte 20 centimes par kilowattheure, au moins, quand ça ne coûte pas plus. Et la situation existante est celle-là. La Guadeloupe a plus qu'un tiers de la capacité installée dans une tranche des Caraïbes orientales. On a sélectionné certains pays ici des Caraïbes orientales pour parler de quelque chose qui est vraiment immédiat pour la Guadeloupe. Et il y a aussi de la capacité installée à Saint-Vincent et Grenadines et en Dominique. Mais il y a encore des choses à faire. En Dominique, on parle encore de 7 MW à développer, ce qui pourrait vouloir dire 25 millions d'euros d'investissement, turnkey, comme ils disent les Américains. Et à Saint-Vincent-les-Grenadines, encore 3 MW, plus que 10 millions d'euros.
d'investissement. Donc c'est déjà des opportunités là. Mais si on passe à d'autres technologies qui sont économiquement viables, l'éolien, eh bien, dans ce cas-là, la Guadeloupe représente presque toute la capacité installée de cette tranche des Caraïbes orientales qu'on a choisie. Le seul autre exemple, c'est à Nevis, où il y a juste, je pense l'année dernière, il y a eu un développement d'une petite ferme éolienne. Sinon, les 27,4 mégawatts des différents producteurs ici en Guadeloupe. Et là, le potentiel est vraiment énorme, juste dans les voisins. On parle de 45 mégawatts au moins, ce qui pourrait vouloir dire, avec un coût de 1400 € par kilowatt installé, de plus de 60 millions d'euros. C'est toutes des fermes éoliennes encore à développer. Et en plus, ça c'est une estimation qu'on a fait, parce qu'on a travaillé dans ces pays-là pour la Banque interaméricaine de développement et pour la Banque mondiale, on a considéré le potentiel de ces pays. Le potentiel de ces pays, c'est juste considéré avec un potentiel de 15% des énergies renouvelables intermittentes, qui est assez conservateur, parce que les opérateurs des réseaux dans ces pays n'ont pas le confort d'aller plus que 15% de la demande de pointe. Tandis qu'en Guadeloupe, déjà, on est à un niveau de 30%, et on est presque en train de dépasser cette limite. Et ça, c'est important, bien sûr, parce que les énergies renouvelables intermittentes créent des problèmes de fiabilité technique de l'opération du réseau, quand elles ne sont pas stables. Donc, c'est une estimation assez conservatrice. Ça pourrait être aussi 2 fois ça.